Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin sur notre campus pour la conférence de presse de Patrick Scoffler, président-recteur de l'Université catholique de Lille. Bonjour Patrick. Bonjour Julien. Lors de cette conférence de presse, nous allons vous présenter le projet porté par la mandature actuelle, notre université une chance au cœur des transitions, au travers des thématiques de la transformation des espaces et d'expériences de vie étudiante. Nous reviendrons également sur Ecopos, prévu en octobre 2022. Et puis nous terminerons enfin avec la projection de Migrants, un court-métrage d'animation réalisé par 5 étudiants de Pôle 3D et primé à de nombreuses reprises. À l'issue de cette première partie, nous vous inviterons à poser toutes vos questions, que ce soit ici ou via l'application Zoom. Patrick, vous êtes président-recteur de l'Université catholique de Lille. Votre entrée en fonction remonte à 1 an, en plein cœur d'une crise sanitaire qui a profondément bousculé le quotidien de l'université. Depuis quelques semaines, même si la crise est toujours présente, le campus a retrouvé de la vie avec le retour des étudiants. Quel est votre ressenti par rapport à cette nouvelle rentrée universitaire ? Mon ressenti, c'est d'abord que j'ai l'impression que c'est ma première vraie rentrée. La rentrée dernière, la rentrée 2020, a été très particulière et on a été beaucoup dans la gestion de crise au quotidien. Cette année, on accueille des étudiants en nombre. On est content de les voir. On voit aussi la joie qu'ils ont de se retrouver sur le campus, de retrouver leurs enseignants, leurs professeurs et de se retrouver entre eux. Donc voilà, c'est sentiment de première vraie rentrée, sentiment de joie. Quand je vous dis qu'ils sont nombreux sur le campus, c'est qu'on a effectivement une augmentation des effectifs. Alors, les évolutions sont un peu différentes de filière à filière, mais globalement, on est autour de 5% d'augmentation, ce qui est tout à fait significatif et qui montre l'attractivité des filières de formation qu'on peut proposer. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est la précarité, la difficulté d'un certain nombre d'étudiants. Les 18 mois que nous avons connus ont laissé des traces et nos services de santé, nos services de prévention sont sollicités pour venir en aide à cette précarité, à cette difficulté des étudiants. Patrick, on continue d'échanger dans un instant. L'Université catholique de Lille est un campus qui rassemble près de 40 000 étudiants répartis dans 5 facultés et une vingtaine d'écoles. Rapide tour d'horizon. Merci de nous suivre ce matin pour la conférence de presse de Patrick Scoffler. Patrick, justement, le campus qui est en pleine transformation, quels en sont actuellement les projets phares ? Oui, vous avez vu dans les images qu'on vient de montrer, on a la chance d'avoir un campus historique. Et c'est vrai que ça
porte, hein, ça porte vers le beau. Et puis un campus urbain. Et là, pour les étudiants, c'est un vrai atout d'être présent au cœur de l'île. Campus historique, ça veut dire aussi qu'on a des bâtiments qui sont anciens, qui ne sont pas toujours bien adaptés aux nouvelles pédagogies, à l'accueil des étudiants. Et nos projets, ils ont ce double objectif, à la fois être en capacité d'accueillir des étudiants qui sont nombreux. Vous voyez, on parle de 38 500 étudiants pour l'ensemble des établissements de la Cato à la rentrée 2021. Et puis, d'autre part, adapter la configuration des étudiants, la configuration des bâtiments à ces nouvelles pédagogies qui favorisent le travail en groupe, qui favorisent le coworking, qui favorisent l'expérimentation et qui se démarquent un petit peu des pédagogies traditionnelles qui sont plus axées sur des salles de classe et des amphis traditionnels. Justement, Patrick, quel est l'impact de ces transformations de ces lieux sur la pédagogie ? Alors, on sent bien que la crise que nous avons rencontrée nous a montré à la fois toutes les possibilités du numérique, et c'est vrai que ça nous a permis d'expérimenter en taille réelle des choses qu'on aurait probablement mis des années et des années à expérimenter. Ça nous a permis d'explorer ces possibilités, mais ça nous a montré également les limites de ce numérique et l'importance pour les étudiants comme pour les enseignants de la rencontre. Qu'on ait confirmé le caractère relationnel de la personne humaine, moi je trouve ça très heureux, hein, personnellement. Mais donc cette rencontre, on pense qu'il faut qu'elle soit orientée sur des séquences pédagogiques où il y a une vraie valeur ajoutée à la rencontre. Et donc, on pense que le développement va être sur des pédagogies hybrides où il y aura une partie qui continuera à être faite en distanciel. Et la pédagogie, la présence sera orientée plus sur du travail de groupe et de la co-construction. Et ça apporte des besoins en pédagogie, en espace de rencontre, qui sont assez différents des espaces traditionnels. Les transformations, on continue d'en parler dans un instant, Patrick. Justement, comment cela se traduit-il au concret à l'université? Exemple avec le Rhizome et le TechShop. L'émission, c'est de contribuer à la transition du campus écologique, énergétique, économique, sociétal. Ça se traduit par des bâtiments transformés pour en faire des démonstrateurs qui sont donc des objets de recherche, voilà, parce qu'ils accueillent des chercheurs, qui sont aussi des objets pédagogiques. Hein. Ils donnent la possibilité à des étudiants de travailler sur des projets, des innovations et d'expérimenter eux-mêmes un certain nombre de leurs idées de manière à développer des compétences. Alors ici, on se trouve dans un atelier collaboratif de fabrication. C'est un espace équipé de 150 machines traditionnelles et puis aussi à commande numérique et qui vont vous permettre, une fois que vous avez été formé, de créer, concevoir, produire, imaginer des produits et des prototypes. L'université, une chance au cœur de la transition, hein, nous affirme Patrick Sauffler. Tout ça, c'est au service de la formation des étudiants, hein. Formation dans les murs et formation en faisant, hein. Formation par l'expérience vécue dans des situations réelles. Le bâtiment Rhizome, par exemple, le démonstrateur, a fait l'objet d'une rénovation complète entre 2016 et 2018. Mais il est aussi producteur d'électricité avec une centrale photovoltaïque qui fait 1200 mètres carrés et qui lui permet d'autoconsommer son électricité, qui en plus alimente des bornes de recharge électrique qui sont autour du bâtiment et autour de l'hôtel académique. Et tout cela fait l'objet à la fois, vous le comprenez, de nouveaux services pour les usagers, mais aussi de programmes de recherche, voilà, qui progressivement mettent en réseau les bâtiments de l'université et s'intéressent au flux énergétique, voilà, au pilotage de ce qu'on appelle ces réseaux électriques intelligents en prenant en compte, bien sûr, les usages des uns et des autres. Depuis toujours, l'université s'intéresse à tout ce qui est innovation. Et c'est vrai qu'ici, on pourrait dire qu'on est dans un tiers-lieu d'innovation, dans le sens où il se passe à côté des machines, du fait de rencontres improbables, pour reprendre un terme cher à notre ancien président recteur, des échanges, des discussions qui font qu'à un moment,
des artistes, des artisans, des designers, des étudiants vont concevoir ensemble des produits, voire même des services, et imaginer ces produits et services pour répondre à un besoin immédiat, souvent. Les grandes orientations du Tech Shop, c'est évidemment contribuer au projet éducatif global de l'étudiant, c'est intégrer la pédagogie par le faire dans certains cursus, mais c'est surtout proposer un dispositif aux écoles et aux facultés qui permettent à nos étudiants, à leurs étudiants, de travailler ensemble à la résolution de besoins, de problèmes, par la concrétisation et la fabrication de produits. C'est vraiment au service de l'homme et de la planète. Et enfin, évidemment, veiller à ce que le Tech Shop soit un levier fédératif. Je veux dire, on n'est pas là pour faire travailler plus tel ou tel étudiant. On a énormément de compétences déjà présentes au sein de l'université. Quand le Tech Shop parle d'intelligence collective, c'est travailler avec les équipes d'hémisphères pour fédérer au maximum l'ensemble des écoles et facultés de notre université. Bonne matinée, c'est la conférence de presse de rentrée de Patrick Scoffler en direct de l'Université catholique de Lille. Patrick, on vient de voir deux beaux exemples avec le Rhizome et le Tech Shop. En quoi ces transformations génèrent de nouveaux rapports avec le territoire ? Je trouve qu'effectivement, ces exemples montrent bien la dynamique en marche au sein de l'université. D'une part, la proposition d'espaces d'expérimentation pour les étudiants. Le Tech Shop le montre, mais on pourrait multiplier les exemples. Quand on rénove une chapelle universitaire, on a vu quelques images tout à l'heure, c'est pour proposer aux étudiants un espace où ils peuvent développer leur dimension spirituelle. Quand on inaugure un hangar créatif, comme on l'a fait au cours de l'année passée, c'est pour permettre aux étudiants d'expérimenter et de développer leur sens artistique. Donc, développer l'expérience étudiante. Le lien avec le territoire, le Tech Shop, Bénédicte de la Morinerie l'exprimait tout à l'heure, le Tech Shop est un lieu où on peut accueillir des entreprises, on peut travailler également pour les entreprises. Mais là aussi, on pourrait multiplier les exemples. Le Palais Rameau, la semaine dernière, il y a eu la signature avec la ville sur la mise à disposition du Palais Rameau pour en faire un démonstrateur de l'agriculture de demain. C'est un bon exemple d'un lien avec les pouvoirs publics, les entreprises et l'université catholique. Et puis enfin, l'exemple du Rhizome souligne de manière emblématique quelque chose qui est également un bien commun de tous ces projets immobiliers, qui est l'attention à l'empreinte carbone. On a dans tous les projets immobiliers ce souci de limiter l'impact sur l'environnement, et c'est ce qui nous a amené au niveau de tous les porteurs de projets, tous les établissements porteurs de projets, de signer l'engagement Lille bas carbone il y a quelques semaines. Merci Patrick. Thierry Magnin, merci de nous rejoindre. Vous êtes président-recteur délégué à la vie étudiante et aux humanités. Bonjour. Bonjour. Qu'entendez-vous justement par les humanités ? Alors on vient de parler du développement de nos étudiants personnels, dans les dimensions intellectuelles bien sûr, corporelles, psychosociales, relationnelles, spirituelles. Et puis il y a trois filières, si je puis dire, que nous reprenons dans ces humanités, tous ensemble, avec la chance d'avoir des gens d'horizons très différents dans des filières de formation très différentes. La dimension éthique, à l'intérieur des grands questionnements d'aujourd'hui, des transitions numériques, écologiques, techno-économiques. La dimension aussi des grandes figures humanistes d'hier et d'aujourd'hui qui peuvent éclairer nos étudiants, qui peuvent nous éclairer tous. Et puis enfin, ce qu'on appelle l'apprentissage par le service learning que nous voulons introduire à l'intérieur des cursus justement et des parcours universitaires. Et donc, dans le parcours humanité, vous privilégiez donc cette année ce fameux service learning. Alors, ça fait longtemps que dans la vie étudiante, des étudiants vont creuser un puits à Madagascar avec une ONG, par exemple, apprennent beaucoup, et ça, ce sont des expériences de vie étudiante très fortes. L'ambition, là, c'est de les introduire comme une pédagogie à l'intérieur même des cursus académiques. Exemple,
je fais une licence ou un master, eh bien, je vais avoir un projet, comme dans un master de droit, par exemple, avec le bus de l'accès au droit. La faculté de droit affrète un autobus qui emmène des étudiants de master avec des professionnels du barreau, de Lille en particulier, et ils vont aller soit dans la campagne du Nord, soit jusqu'à Calais, justement, pour rendre des services juridiques gratuits à des gens qui sont démunis, comme des migrants par exemple, ou d'autres personnes qui sont démunies devant cela. Ils vont apprendre beaucoup, non seulement au niveau juridique, mais au niveau relationnel, au niveau culturel, interculturel. Ils vont vivre une expérience de vie qu'on va les inviter à relire, non seulement qu'est-ce que j'ai appris, mais qu'est-ce que je deviens dans une expérience comme ça. Et c'est validé par des ECTS dans le parcours de leur master de droit. Et nous avons cette année 5 grands projets comme ça, proposés dans 5 formations différentes. C'est un début. Nous espérons que cette pédagogie portera du fruit. Apprendre, devenir. Merci Pierre-Thierry Magnin. Osons l'éloge du futur. Dans un an se tiendra en ces lieux la première édition d'Ecopos, un événement de rencontre, de débat et d'échange autour de sujets prospectifs. Merci aux étudiants qui ont réalisé ce teaser d'Ecopos qui, rappelons-le, reste bien un événement fédératif. Patrick, Ecopos, c'est au croisement entre éthique et prospective. Quelles sont les raisons qui animent l'université autour de ce projet ? C'est l'aboutissement en fait d'une évolution de notre université qui a été portée par les présidents recteurs précédents, Pierre Georgini qui a eu l'intuition d'Ecopos, Thérèse Lebrun auparavant. Petit à petit, l'université s'est transformée en un espace apprenant, un village apprenant, avec la mise en place de tiers-lieux dont on a eu quelques exemples avec le Tech Shop ou le hangar créatif tout à l'heure, avec la posture qui est une posture de contribution, de prendre sa part. Et finalement, l'intuition d'Ecopos, c'est de se dire comment on peut prendre notre part dans la construction du futur, comment on peut oser l'éloge du futur. Ça fait partie quelque part de la conviction, c'est qu'on peut contribuer à un futur souhaitable. Et pour le faire, il y a toute une série, toute une palette de propositions qui seront faites, mais qui s'ancrent dans cette dimension de l'université comme un acteur à part entière du présent et du futur. Alors, quelle est l'ambition, l'objectif d'Ecopos ? Ecopos, ça serait finalement au cours de quelques jours, du mercredi au dimanche, je crois que c'est du 26 au 30 octobre 2022, donc dans un an, de permettre aux participants de vivre une expérience où ils se sentent engagés dans la construction du futur. Alors ça paraît très abstrait, je vais donner quelques exemples. Il y aura des conférences, des conférences où des experts sur tel ou tel sujet pourront prendre la parole. Il y aura des villages, on a vu qu'on parlait de villages dans le teaser. Chaque établissement participant pourra mettre à disposition son établissement pour découvrir un certain nombre de démonstrateurs. On parlait de démonstrateurs d'agriculture tout à l'heure, mais quelle sera l'usine du futur, quelle sera la ville de demain, donc des démonstrateurs. Et puis, il y aura également je dirais la société civile qui sera conviée. Les Semaines sociales de France vont travailler avec nous. La Croix travaille avec nous. Il y aura un festival du livre, il y aura un festival du cinéma. Donc des expériences de nature très différentes dont la thématique commune est autour du futur. Quel type de futur nous souhaitons et à quel type de futur nous pouvons contribuer. Et justement, parlons du futur, l'après-Ecopos. Quelle dynamique sera générée par Ecopos ? Alors, on attend un nombre de participants significatif.
on attend plusieurs milliers de participants. On estime qu'on peut être entre 5 et 10 000 participants, hein, donc un événement important pour la ville de Lille et pour le territoire. Et puis, d'autre part, ce sera un événement qui sera retransmis. Et c'est vrai que le distanciel Internet permet d'atteindre et de rejoindre des gens qui ne feraient pas le voyage jusqu'à Lille. Donc, il y a vraiment cette mobilisation positive de l'ensemble des participants. Alors ensuite, quand on parle de biennale, c'est-à-dire qu'on imagine refaire cet événement régulièrement, tous les 2 ans, et quelque part tracer une trajectoire et régulièrement faire le point sur finalement les rêves qu'on avait pu imaginer, en quoi ils deviennent réalité, ou au contraire, s'ils ne deviennent pas réalité, en quoi on peut se mobiliser, sur quel sujet peut-on se mobiliser, société civile, université, entreprise, pour faire avancer les actions vers un futur souhaitable. Merci Patrick. Ecopos, c'est à l'Université catholique de Lille en octobre 2022. Sachez qu'une conférence de presse se tiendra à ce sujet le 30 novembre. Ils sont 5 étudiants de Pôle 3D, l'une des écoles de la Fédération universitaire, et leur court-métrage d'animation a déjà fait le tour du monde et a été primé à ce jour 67 fois. Voici Migrants. Merci de nous suivre ce matin pour la conférence de presse de Patrick Scoffler. Et à mes côtés, Jérémy Teng, directeur de Pôle 3D Digital et Creative School. Bonjour Jérémy. Bonjour. Los Angeles, Las Palmas, Daegu, Tokyo, 237 nominations, 67 prix dont le prestigieux VES Awards. Pourquoi, selon vous, Migrants rencontre-t-il un tel succès ? Alors, Migrants, il représente bien les enjeux de la formation de Pôle 3D, qui doit mêler l'art, la technique et la science dans un flux continu vers des projets qui sont les objets de fin d'études, comme Migrants en fait partie. Et je pense que justement, dans cette formation, on doit réussir à apporter la technique au service de l'image et de ce que peut porter un film. Et c'est la vision du réalisateur qui va devenir importante. Là, ils sont 5. Et finalement, le film et toute la maestria qui est engagée pour le porter nécessite d'aller vers cet objectif, de raconter quelque chose avec un système particulier pour justement toucher un public, toucher différentes personnes ou différents types de personnes. Et là, Migrants, il a réussi, de par ces différents aspects, à la fois techniques et artistiques, à toucher les gens à travers des problématiques et des enjeux qui sont importants. C'est l'enjeu du climat, l'enjeu des flux migratoires aujourd'hui, en transfigurant tout ça dans le monde de l'enfance, avec une forme d'innocence, et finalement celui aussi qui est plus technique et peut-être plus cinématographique, celui de la stop motion, qui permettait finalement d'avoir ce relatif qui permet, je pense, d'accéder à ce succès. Finalement, les gens ont pu noter la qualité technique parce que c'est difficile de faire un film d'animation en 3D qui doit ressembler à la stop motion et faire ressentir des choses, et en même temps, artistiquement, de réussir à avoir ces petits nounours qui viennent se promener et être confrontés à ces situations qui vont du coup susciter finalement les enjeux narratifs et qui ont été écrits dans cet objectif. Quelles sont à ce jour les conséquences d'une telle vitrine pour Pôle 3D ? Alors, ils sont multiples. Déjà, la particularité de nos étudiants et de ce qu'on fait à l'école nécessite toujours de devoir faire mieux. Donc là, on arrive à un niveau, effectivement, quand on arrive à ce nombre de sélections, ce nombre de prix, et des prix parmi les plus prestigieux, de devoir continuer à faire mieux, ça sera pas forcément une chose facile. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de réussir à tenir le niveau de qualité. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que ça amène différentes choses. C'est que ça amène cette vitrine amène des nouveaux étudiants qui vont aussi choisir de venir rejoindre Pôle 3D de par la qualité des films et le cadre qui permet de porter ces films-là. Mais aussi de nouveaux enseignants qui vont aussi identifier Pôle 3D dans différents festivals ou nous identifier dans différentes rencontres à travers ces objets-là et souhaiter participer au projet pédagogique de l'établissement. Alors, malgré tous ces succès, tous ces prix, le parcours de Migrants est loin d'être terminé, avec une échéance encore plus prestigieuse ce mois-ci pour le film et son équipe. En effet,
Migrant, de par son palmarès, arrive dans le parcours et le maillage des festivals à marquer des points importants, notamment ce que le public ignore principalement, c'est que tous ces festivals qui viennent couronner les films ou présenter des films à des publics différents permettent de gagner des points pour être oscarisables. Et Migrant rentre dans cette catégorie-là et est définitivement qualifié pour être en liste pour les Oscars, donc on l'a appris récemment. La prochaine étape sera donc maintenant d'avoir la shortlist des films qui sera présentée aux Oscars, qui sera le 21 décembre. Donc Migrant est pour l'instant en liste pour rentrer dans les films oscarisables. Merci Jérémy Teng. Merci à vous. Patrick, vous vouliez conclure cette conférence par quelques mots? Oui, on a essayé durant cette conférence de donner un aperçu des actualités, puis de la largeur de palette de l'université. Cette largeur de palette, je voulais simplement signaler qu'à la rentrée, il y a deux éléments nouveaux qui apparaissent. D'une part, au sein de nos facultés, la FGES, Faculté de Gestion, Économie, Sciences, porte la création d'une école du numérique et qui s'installe à Euratechnologie. Donc c'est une nouvelle pépite dans le panier de l'université. Et puis d'autre part, on a parlé dans le passé du rapprochement de l'alliance de projets que l'université menait avec l'université de Valenciennes. Et cette alliance de projets a connu une étape importante avec la création d'une école doctorale qui est reconnue par le ministère et qui est coportée par l'Université catholique et par l'UPHF. Et ça, c'est une très belle concrétisation de la fécondité de ce rapprochement avec Valenciennes. Voilà, donc une largeur de palette qui grandit encore à la rentrée. Merci Patrick. Merci Jérémy. Vous ne bougez pas. Pour toutes celles et ceux présents ici à l'université, d'ici quelques minutes, nous vous proposons une visite du campus et dès maintenant, nous vous invitons à poser toutes vos questions, que ce soit ici au Learning Lab ou directement sur Zoom, à Patrick Scoffler, Thierry Magnin et Jérémy Teng. Merci à tous.